Mon corps a débordé un peu tard, ouais. Christelle, vous m'entendez? Alors, nous, on ne vous entend pas, mais c'est peut-être de notre fait. Mais on est en train de s'installer. Voilà, tout le monde est en train de se connecter progressivement et on va bientôt commencer.
Alors, mesdames et messieurs les députés, monsieur le ministre, madame. Alors, chers collègues, je suis très heureux d'ouvrir cette réunion de la délégation aux Outre-mer de l'Assemblée nationale, qui une nouvelle fois se déroule de façon mixte, en présentiel et en distanciel à l'Assemblée nationale, mais aussi par visioconférence pour celles et ceux qui ne seraient pas à Paris. Le président Moitaï Brotherson, retenu en circonscription, ne pourra participer à cette audition et m'a demandé de le suppléer en ma qualité de vice-président. Je vous rappelle que cette audition fait l'objet d'une diffusion en direct sur le portail de l'Assemblée nationale et que la vidéo sera ensuite disponible à la demande. La réunion d'aujourd'hui sera consacrée à l'audition de M. Adrien Taquet, qui a été secrétaire d'État auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé de janvier 2019 à juillet 2020 dans le gouvernement d'Édouard Philippe. De juillet 2020 à mai 2022, il a été secrétaire d'État chargé de l'enfance et des familles du gouvernement de Jean Castex. Adrien Taquet est venu nous présenter les assises de la santé de l'enfant qu'il prépare activement et qui se tiendront à la fin du printemps. Il a souhaité associer les Outre-mer à sa démarche, ce que nous ne pouvons qu'approuver. En effet, la protection de l'enfance est une problématique à laquelle les Outre-mer, et particulièrement ceux en croissance démographique importante, sont très sensibles. Ce n'est pas un hasard si la délégation aux droits de l'enfant travaille actuellement sur une thématique proche. Je vous rappelle que le 16 novembre dernier, elle a nommé M. Philippe Dunoyer et Mme Karine Leban, ici présente, et M. Olivier Servat, donc trois de nos collègues députés ultramarins, rapporteurs d'informations sur la lutte contre les violences faites aux mineurs dans les Outre-mer. C'est donc avec intérêt que nous allons vous entendre, Monsieur le ministre, Monsieur Adrien Taquet. Vous avez la parole. Juste de préciser qu'à 15h45 plus tard, 15h50, on va devoir arrêter. 14h45, 14h50. Oui, non, pas. 14h50, vraiment dernier délai. On arrêtera l'audition parce que nous devrons aller voter dans l'hémicycle. Donc voilà, je vous remercie, vous avez la parole. Très bien, effectivement, Monsieur le Président. Merci beaucoup de votre accueil. En tout cas, il y avait une autre actualité importante, outre cette audition aujourd'hui en ces murs. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci à l'ensemble de la délégation. Mesdames les députés, Monsieur le député, merci beaucoup de votre accueil. Je suis ici devant vous, effectivement, pour vous présenter les assises de la pédiatrie et de la santé de l'enfant. Et avec moi, à distance, Christelle Gras-Le-Gouen, qui est présidente de la Société française de pédiatrie, qui est pédiatre, responsable des urgences pédiatriques et du service de pédiatrie du CHU de Nantes. Nous coprésidons ensemble ces assises, je vais avoir l'occasion d'y revenir. Est également connectée Béatrice Pellegrino, qui est pédiatre, chef de service de pédiatrie et de pédopsychiatrie au centre hospitalier de Mantes-la-Jolie et qui est présidente du Collège des pédiatres des hôpitaux généraux Île-de-France. Et elle est là en particulier au titre de pilote de l'Axe 2, je vais y revenir, mais qui traite justement de la question des Outre-mer. Elle a participé notamment à une table ronde qui a eu lieu avec un certain nombre de professionnels de santé des territoires ultramarins, sur lequel je m'arrêterai un instant. Et donc, elle, parmi les autres pilotes, est particulièrement intéressée des échanges que nous allons avoir aujourd'hui. Et puis, est avec nous également Philippe Sudreau, qui est de l'IGAS, l'Inspection générale des affaires sociales, et qui est en soutien de cette mission. Et puis Sarah est à mes côtés du cabinet du ministre de la Santé et qui nous accompagne également sur ces assises de la santé de l'enfant, alors qui prennent leurs origines, souvenez-vous, l'hiver dernier, au moment de cette crise des urgences pédiatriques dans notre pays, mais qui est en réalité crise des urgences pédiatriques, qui est en quelque sorte une sorte de marronnier, en réalité, à laquelle notre pays est confronté chaque hiver. Mais crise particulièrement aiguë cette année, puisqu'il y a eu la conjonction d'une triple épidémie de la bronchiolite, épidémie de la grippe, et puis épidémie de la Covid, qui était encore persistante. Et donc ça a conduit à des urgences saturées, à des EVSAN, ce que vous connaissez bien dans les territoires, mais là en EVASAN, en territoire métropolitain, où nous avons dû envoyer des enfants loin de chez eux pour pouvoir les hospitaliser, des urgences saturées, un manque de lits d'hospitalisation conventionnels et en soins critiques, l'ensemble de la périnate qui était en difficulté. Et puis vous l'avez vu, ça a fait l'objet de nombreuses questions au gouvernement, de nombreux débats dans votre hémicycle, des démissions qui augmentent, des équipes qui sont épuisées, surtout après les 2 années de Covid, et une permanence des soins qui commence à être critique et problématique. Mais en réalité, sur l'ensemble du territoire, cette crise des urgences pédiatriques n'est que le sommet immergé de l'iceberg. Et le mal est bien plus profond, bien plus lointain. Il ne se situe pas qu'à l'hôpital, il se situe en amont et en aval de l'hôpital.
Vous avez des PMI qui sont en difficulté. 100 millions d'euros de désinvestissement ces 10 dernières années de la part des départements dans les PMI. Je vous renvoie au rapport Perron de 2018, même si la stratégie nationale de prévention et de protection de l'enfance depuis a permis à l'État de réinvestir 100 millions d'euros dans les PMI. Le problème de temps médical disponible, la plupart des médecins de PMI partent à la retraite dans un temps très proche. Et un problème de temps médical disponible en dépit des délégations de compétences que vous avez vous-même votées, enfin ceux qui étaient présents sous la précédente mandature dans le PLFSS 2018 ou 2019. Médecine scolaire, il n'y a plus que 800 médecins scolaires dans notre pays. Voilà. Je vous rappelle qu'en France, c'est 700 à 750 000 naissances par an. Eh bien, pour l'ensemble des enfants, il n'y a plus que 800 médecins scolaires. Pédopsychiatrie, aussi, pas un seul déplacement, pas une seule discussion avec un élu de la République sans que la question de la pédopsychiatrie et du manque de pédopsychiatres, des files d'attente de 12-18 mois dans les CMP ne soit soulevée par vous, par les professionnels de santé, les professionnels de la protection de l'enfance ou encore du handicap avec donc des délais d'attente, etc., etc. Je ne vais pas vous faire l'ensemble du panorama que vous connaissez et auquel vous êtes confrontés. Donc au-delà de cette crise des urgences, c'est bien l'ensemble en réalité de notre système de prise en charge de la santé de l'enfant qui est confronté à des difficultés qui sont véritablement systémiques. Le mot est un peu valise, il est beaucoup utilisé, mais enfin là, on est vraiment face à ce genre de situation. Et donc l'ambition de ces assises, c'est bien d'essayer de refonder l'ensemble de notre système de prise en charge de la santé de l'enfant. Assises qui ont donc été annoncées par le ministre de la Santé et de la Prévention, François Braun, fin novembre 2022. Souvenez-vous, face à l'urgence la crise des urgences, il y a eu un certain nombre de moyens financiers qui ont été débloqués, mais le ministre lui-même reconnaissait, comme chacun d'entre nous, que ce n'était qu'une question d'argent là, immédiatement. Ça serait simple, même s'il y a des questions de moyens évidentes, mais qu'en réalité, les problèmes sont bien plus profonds et qu'au-delà des moyens financiers qui avaient été de 400 millions d'euros de mémoire qui avaient été débloqués à ce moment-là, il y a encore beaucoup de choses à faire. Et donc, il avait annoncé à l'époque la tenue de ces assises de la pédiatrie et qu'on a un peu transformé en assises de la pédiatrie et de la santé de l'enfant. Alors, les assises de la santé de l'enfant, l'idée, c'est de dépasser les constats. En gros, les constats, si on est honnête avec nous-mêmes, ça fait 20 ans qu'on les partage et qu'on les connaît. Et donc, l'idée, c'est véritablement d'être dans une logique d'action, de proposition, pour construire un plan d'action pluriannuel de refondation de la santé de l'enfant. C'est-à-dire que ces assises qui vont se tenir, vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, avant l'été, c'est ce qu'a promis le ministre, ne vont pas être 2 jours de colloque où on va se dire à quel point tout va mal, où on va faire tribune. Ça sera véritablement un moment où le ministre, fruit de la grande concertation que nous sommes en train de mener, présentera un plan pluriannuel, parce que par nature, il y aura des mesures immédiates, d'ailleurs que vous aurez, je l'espère, à débattre à l'occasion du prochain PLFSS, mais aussi des mesures de plus moyen-long terme, par nature. On sait que quand on retouche, par exemple, aux maquettes de formation, ça prend un peu de temps à se mettre en place. Donc, plan pluriannuel, plan interministériel, très probablement. J'évoquais la médecine scolaire tout à l'heure, c'est un des éléments. Et donc, le ministre présentera ce plan à ce moment-là avec des actions très concrètes. Donc les assises, vous l'avez bien compris, c'est la finalité de tout le travail que nous sommes en train de mener depuis décembre dernier, avec quelques principes directeurs. D'une part, quand on parle de l'enfant, on parle bien de l'enfant de 0 à 18 ans. Ça semble évident, mais en réalité, dans notre pays, il y a plusieurs majorités qui coexistent, notamment s'agissant de la psychiatrie ou du handicap, et avec une attention particulière portée à ces périodes de transition, vous savez, où souvent on a du mal à se coordonner, à coopérer, et où il y a ces fameuses ruptures de parcours, très françaises. La santé, bien évidemment, on l'appréhende au sens de l'OMS, au sens de la santé globale, donc c'est la dimension somatique, mais pas que, évidemment psychologique, mentale, sociale, environnementale, bref, dans l'ensemble de ces composantes. Une approche qu'on a essayé d'avoir, et vous le verrez dans l'organisation de nos travaux, par parcours de santé, en partant des besoins de santé de l'enfant, des besoins de l'enfant. C'est arrêter de partir des compétences et des statuts des uns et des autres, mais partir des besoins des gens. Voilà. Et puis la question des compétences et des statuts ne doit être qu'une conséquence de ce qu'on décide sur les besoins des enfants. L'enfant et ses parents comme acteurs de santé, j'y reviendrai sur la prévention. Mesures concrètes, je l'ai évoqué, temporalité. Il fait exactement la même présentation qu'avant-hier.
On entend quelqu'un à l'autre bout du micro, je ne sais pas qui c'est, mais faites attention, votre micro est ouvert. Voilà, on l'a coupé. Voilà, et il y a une méthode derrière ces principes qu'a souhaité le ministre, qui est une concertation la plus large possible pour associer à la réflexion l'ensemble des acteurs qui interviennent autour de la santé de l'enfant, une fois encore dans l'ensemble de ses composantes. Et puis le timing, je vous l'ai donné, c'est avant l'été. Nous sommes donc partis des besoins de l'enfant. Nous avons de ce fait défini 6 axes de travail, sur lesquels je vais revenir, qui sont animés par une vingtaine de copilotes, qui sont tous des professionnels de santé, avec des profils très différents. Vous avez des médecins de PMI, vous avez des infirmières puères, vous avez des PUPH, des profils tous de santé, mais avec des médecins généralistes, des pédiatres, évidemment, avec des profils différents. Et puis, le ministre a demandé donc à Christelle Gras-Le Gouanet, à moi-même, d'essayer un peu d'animer, d'organiser tout ça, et puis, in fine, d'essayer de mettre tout ça un peu en cohérence pour élaborer ce plan d'action. Alors, les 6 axes de travail, les voilà. Le premier, c'est un peu Enfin, je vous laisse découvrir, je vais revenir petit à petit, mais il y a un peu le droit commun, les enfants à besoins particuliers, toute la question de la santé mentale, importante, évidemment, on le voit chaque jour qui passe, un peu plus, les sujets de prévention, et puis tout ce qui a trait à la formation professionnelle et aux carrières et à la recherche. Donc l'axe 1, c'est un peu le droit commun. En gros, c'est comment on améliore le parcours en santé de nos enfants, de tous nos enfants, et ce, sans rupture. Voilà. De 97% d'enfants qui vont bien dans notre pays, qui n'ont pas de maladie particulière. Avec un certain nombre d'objectifs, je ne rentre pas dans le détail de problématiques qui sont posées. Mais là, c'est bien de la périnatalité. Hein. Ça renvoie à des sujets que certains d'entre vous connaissent, autour des 1000 premiers jours de l'enfant. Hein. Ça commence déjà dès l'anténatal, le 4e mois de grossesse, la question des maternités, les 1000 premiers jours, la question des PMI, je l'évoquais tout à l'heure, la santé scolaire, l'articulation entre les pédiatres, les médecins généralistes et les urgences. Hein, on le sait, on l'a vu l'hiver dernier, des enfants qui se retrouvaient aux urgences pour des bronchiolites alors qu'ils auraient pu aller chez le médecin généraliste. Parce que pour certaines formes de bronchiolite, le médecin généraliste, c'est même pas le pédiatre. Le médecin généraliste peut suffire. Donc toute cette articulation aussi entre les différents professionnels de santé, bref, pour assurer un parcours de qualité et sans rupture aux enfants de notre pays. Donc c'est la question aussi de la permanence des soins, notamment, et de l'accès aux urgences, l'articulation ville-hôpital. Le deuxième axe, il est sur les enfants ce que j'ai appelé les enfants les plus fragiles, ou les enfants à besoins particuliers. Et avec 6 sous-populations, excusez-moi du terme. Le premier sont tous les enfants à besoins, avec maladies rares, complexes ou critiques. Le second objectif concerne l'accès aux soins des enfants à besoins spécifiques, donc des enfants en situation de handicap. Donc là, vous allez retrouver un certain nombre de problématiques autour du repérage, notamment des troubles neurodéveloppementaux, dans la lignée de la stratégie nationale pour l'autisme au sein des troubles neurodéveloppementaux. Mais c'est aussi la question de l'accès aux soins les plus basiques, élémentaires des enfants en situation de handicap. Comment un jeune enfant autiste qui a un peu de mal avec la distanciation sociale, comment ça se passe quand il va pour la première fois chez le dentiste, chez un dentiste qui n'est pas formé? Comment une jeune femme avec une trisomie 21 ou tétraplégique qui doit avoir sa première consultation gynécologique, comment ça se passe quand le gynécologue n'est pas formé? Bon, voilà. Généralement, tout ça se passe assez mal, en réalité, aujourd'hui. Et c'est autant de renoncement de soins. Et donc, c'est autant de pertes de chances supplémentaires pour des enfants qui, déjà, sont dans une situation particulière. Troisième catégorie, excusez-moi du terme, des d'enfants auxquels nous allons essayer d'apporter une attention particulière et de mesures spécifiques, ce sont les enfants en grande précarité, les enfants en grande pauvreté. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que le ministre des Solidarités est en train de travailler un pacte des solidarités à la suite du plan de lutte et de prévention et de lutte contre les pauvretés. Que ça soit l'occasion pour moi de vous dire que c'est notre boulot à Christelle et à moi justement de faire en sorte que tous ces projets un peu lancés s'articulent. Et donc je ne sais pas si les mesures santé enfants seront dans le pacte des solidarités ou seront dans les assises, mais en tout cas nous travaillons évidemment avec le cabinet du ministre sur ces questions. Le 4e objectif, et c'est là où Christelle et moi-même avons souhaité, même si évidemment l'outre-mer c'est la République et c'est le droit commun, et tout ce que je vous raconte évidemment s'applique aux enfants d'outre-mer, nous avons souhaité que la question des outre-mer apparaisse clairement et soit identifiée, parce qu'il y a quand même
en matière de santé, comme en d'autres matières, mais là, en matière de santé, quelques particularités, quelques spécificités s'agissant des enfants d'outre-mer. Voilà. Et moi, je ne voulais pas qu'on ait juste l'article balai, là, comme dans toutes nos propositions et nos projets de loi, en disant tout ça s'appliquera bien évidemment aux outre-mer. Voilà. Donc c'est le cas, ce sera le cas, on fera en sorte que ce soit le cas, mais il faut quand même, je veux, en tout cas dans les travaux, et j'espère dans les recommandations, qu'il y ait un chapitre dédié aux enfants des Outre-mer. Voilà. Parce qu'il y a, une fois encore, un certain nombre de particularités. On y reviendra un peu par ailleurs. Voilà. J'y reviendrai un peu tout à l'heure, un peu plus en détail. Je termine le panorama général pour vous dire ensuite qu'on va aussi s'occuper de la santé des enfants en protection de l'enfance. On le sait, les enfants protégés sont en moins bonne santé que les enfants de leur âge. Ils sont en moins bonne santé quand ils entrent en protection de l'enfance. Ils le sont aussi en moins bonne quand ils en sortent, ce qui n'est pas vraiment normal puisqu'ils sont sous nos yeux, sous notre responsabilité. Voilà. Et enfin, les enfants victimes de violences, notamment de violences sexuelles. Il y a un certain nombre de choses qui ont été mises en place, et je suis bien placé pour le savoir, sous le mandat précédent, mais on peut aussi très facilement admettre, et je suis le premier à le faire, qu'il y a encore du travail pour améliorer la prise en charge, la prise en soin de ces enfants victimes de violences et pour aussi rendre effectif tout ce qui a pu être annoncé précédemment. Troisième axe, la question de la santé mentale des enfants. Là, je ne fais pas de dessin. Il y a un certain nombre de mesures en sortie des assises de la santé mentale en novembre 2021 qui concernaient les enfants. Les MDA, Maisons des adolescents, ont été renforcés. Il y a un certain nombre de psychologues qui ont été, des postes qui ont été dégagés pour les CMP-IJ. Il y a les maquettes et l'articulation entre les études de pédopsychiatrie et de psychiatrie qui sont en train d'être retravaillées. Bref, il y a déjà un certain nombre de choses à cette époque-là qui ont été annoncées. Pour autant, on était assez convaincus là aussi, et au regard, qui plus est, de la dégradation de la situation de la santé mentale de nos enfants, de nos adolescents, qu'il fallait là aussi y attacher une attention particulière, et c'est la raison pour laquelle il y a un axe qui est dédié à ce sujet-là. Vous voyez bien qu'il y a des thématiques et des sujets qui se croisent d'un axe à l'autre. De toute façon, chaque organisation, il n'y a aucune organisation qui est pure et parfaite, mais c'est notre rôle là aussi. Et les pilotes des axes jouent bien le jeu de faire en sorte que tout ça se coordonne bien. Le quatrième axe, c'est la question de la prévention. Comment améliorer la santé des enfants, comment mieux prévenir pour améliorer la santé des enfants, avec deux aspects. Un, comment on fait des enfants et de leurs parents des acteurs de leur propre santé. Et puis, vous allez retrouver là aussi toutes les grandes politiques publiques de prévention, les politiques publiques de prévention. Alors, les addictions, dont les addictions aux écrans, mais aussi les questions de l'obésité, la question de l'activité physique, de l'obésité, sur laquelle je reviendrai, et un sujet intéressant sur lequel nous travaillons, qui est celle du sommeil, voilà, qui est au croisement d'un certain nombre de problématiques, l'activité physique, la santé mentale, l'acquisition des connaissances, les écrans. Voilà, je pense que c'est un beau sujet sur lequel on creuse un peu. Voilà, donc gros travaux sur la prévention. Et enfin, ces 4 premiers axes, vraiment, on partait des besoins de l'enfant. Les 2 derniers axes sont un peu plus transversaux. L'axe 5 concernera donc le renforcement de la formation professionnelle. Donc c'est la refonte de toutes les, enfin c'est pas la refonte de toutes les maquettes, mais enfin en tout cas c'est réflexion sur la formation initiale et continue, mais aussi initiale des professionnels de santé qui travaillent sur l'enfant. Comment on remet notamment de la santé de l'enfant dans tout ce qui est enseignement de base. Et puis aussi sur les carrières et l'articulation, les délégations de compétences, comment on favorise l'exercice partagé, comment on casse un peu les silos des uns et des autres pour dégager du temps et de façon plus efficace en faveur des enfants. Et le dernier axe, c'est la connaissance et les pratiques, c'est la question de la recherche et des pratiques innovantes. Voilà, sachez que la recherche en pédiatrie, dans notre pays, non pas de par la qualité de nos chercheurs, qui est au contraire très très bonne, mais de par un certain nombre de freins administratifs, faisons court, faisons bref, est en décroissance, et c'est dommage parce qu'il y a besoin de recherche en pédiatrie, il y a matière à ce qu'il y en ait, et qu'une fois encore, on a des équipes de recherche qui sont très fortes, mais qui n'ont pas les moyens de mener à bien leur recherche. Donc on va essayer d'un peu de déverrouiller et de favoriser tout cela. Voilà pour ces 6 axes. Vous dire... Donc on est un peu, je viens vous voir là et je vous remercie on vient vous voir là et on vous remercie de votre accueil, et je l'avais dit au président de nos échanges, tout comme au député Brotherson, on est un peu au milieu du gué, c'est-à-dire on est encore dans ce process de consultation, concertation, élaboration. Donc si vous me posez une question très précise sur une mesure très concrète,
je vous botterai en touche, enfin, c'est l'impression que vous pourrez avoir, mais ça sera sincère parce que tout ça est encore en cours d'élaboration. Pour autant, il me semblait important de vous voir, pour vous, et je vais y venir, pour vous proposer aussi de prendre part, de vous verser votre expertise et vos connaissances sur ces sujets-là à la réflexion en cours. Ça a commencé côté professionnel de santé. Nous avons organisé, notamment avec Béatrice Pellegrino qui est avec nous, une première table ronde sur les spécificités ultramarines en mars, au début du mois, avec les personnes, professionnels de santé que vous connaissez peut-être pour certains d'entre eux, le docteur Sylvia Iacobelli du CHU de La Réunion, le docteur Linsa Ossé de Guyane, Abdourahim Chamouine au centre hospitalier de Mayotte, qui est pédiatre, Frédéric Dulorme qui est en Guadeloupe, tout comme Jean-Marc Rosenthal, qui est pédiatre au service de la néonate, Yvette Chuel, qui est au CHU de Martinique, qui est chef de la pédiatrie et président du syndicat hospitalier, Aude Brial, qui est en Guadeloupe, et enfin les docteurs Narcisse Elanga en Guyane, à Cayenne, chez vous, monsieur le président, sauf erreur, et Philippe Després, qui est le chef de la service de pédiatrie en Guadeloupe. Voilà, et encore, je ne vais pas vous dire quelles sont les mesures, parce qu'elles ne sont pas encore élaborées, mais simplement pour vous partager un petit peu quels sont les grands thèmes qui ont été évoqués au cours de cette table ronde. Sans grande surprise, là-bas comme partout, des sujets de pénurie médicale et donc de problématiques d'accès aux soins pour les enfants, avec des manques de postes d'internes. Ça a été dit en Guyane et en Guadeloupe, ça ne veut pas dire que ça se limite à la Guyane et en Guadeloupe, mais ça a été particulièrement soulevé par les intervenants de ces territoires. Des manques de médecins, des manques de médecins généralistes, de spécialistes, des CAMS saturés. Le responsable du CAMS de Guadeloupe qui nous a dit ça. Question de prise en charge insuffisante des troubles neurodéveloppementaux, même s'il y a des plateformes de repérage de mémoire, mais la suite, la seconde ligne est encore défaillante. Problématiques liées au recrutement des PADU, qui sont réservés aux seuls hôpitaux, et donc des médecins de PMI notamment nous disaient c'est dommage qu'on ne puisse pas, nous, avoir des praticiens hors Union européenne, des problèmes d'attractivité globalement, qui sont souvent liés à des raisons extra-hospitalières, c'est-à-dire c'est plutôt l'éloignement de la famille pour ceux qui viennent de métropole, mais aussi la difficulté du conjoint parfois à trouver un métier. Voilà, donc nécessité, parmi d'autres choses, la nécessité aussi était soulevée d'une meilleure coopération avec la métropole et parfois même avec les pays frontaliers où il y a des infrastructures en santé qui peuvent être performantes. C'est notamment le cas de la Guyane, s'agissant de sa frontière avec le Brésil. Donc problème d'accès aux soins et aux droits aussi, et notamment pour les enfants en situation irrégulière. Et là, évidemment, le sujet est bien plus prégnant à Mayotte que encore dans d'autres territoires. Et avec, à cet égard, sur la question de l'accès aux droits, un rôle important qui a été souligné des médiateurs en santé qui ont été déployés en Guyane et qui ont un accompagnement qui est plus qu'un accompagnement en soins, qui est un accompagnement social, pour permettre aux personnes de pouvoir ouvrir leurs droits et bénéficier d'accès à la santé. Question des EVASAN, des enfants seuls, entre Mayotte et La Réunion, parce que des parents qui parfois sont confrontés entre laisser la fratrie seule et accompagner l'enfant à La Réunion ou laisser partir l'enfant seul pour continuer à s'occuper des enfants sur le territoire. Et ça met des soignants évidemment en difficulté, outre le fait qu'on a des enfants qui se retrouvent quand même seuls, accessoirement, mais parce que parfois, pour un certain nombre de décisions dans le champ médical, vous avez besoin de l'accord des parents ou du représentant légal. Et il n'y a personne. Bon, un sujet que les Mahorais et les habitants de Mayotte et de La Réunion connaissent bien. Question de médicaments manquants, de matériel manquant, parfois des problématiques logistiques, certaines problématiques logistiques. Question autour du numérique, avec des cabinets médicaux qui sont insuffisamment connectés pour certains, empêchant notamment toute téléconsultation, dont on a vu quand même que ça pouvait être utile de façon complémentaire. Tout le sujet de la vaccination, vaste sujet que le Covid a ravivé dans certains territoires, mais au-delà de la question de la défiance de certaines populations vis-à-vis de la vaccination, il y a avant même ça des questions de couverture vaccinale qui sont liées au manque de professionnels, même s'il y a des infirmières diplômées d'État qui dans certains territoires peuvent vacciner, ça n'est pas suffisant. Il y a des pénuries de vaccins dans certains territoires, notamment à Mayotte, sur des épidémies qui ont disparu en métropole depuis longtemps, mais qui réapparaissent dans certains territoires, c'est le cas de la coqueluche. Et puis aussi les enfants en situation régulière qui peuvent avoir davantage de difficultés à pouvoir accéder à la vaccination. Voilà. Et puis des problèmes de défiance que vous connaissez bien. Et donc la nécessité de continuer à faire de la pédagogie et de l'information sur l'importance des vaccins. Voilà. Enfin, des sujets un peu plus spécifiques.
liés à l'activité transfusionnelle à Mayotte, parce qu'il n'y a pas d'établissement de français du sang à Mayotte. Il y en a un à La Réunion, mais je crois que même à La Réunion, il y a quelques soucis, parce que parfois, il est très dépendant en fait, des stocks de sang de la métropole, et donc ça peut soulever des problèmes d'allo-immunisation. Voilà. Et puis en Guyane, je crois qu'il y a aussi des sujets autour de la récolte de dons de sang qui a été arrêtée. Enfin voilà, c'est des sujets qui ont été un peu soulevés. Et puis des sujets de prévention spécifiques qui mériteraient probablement des campagnes plus intensives, s'agissant notamment de l'obésité, puisque dans les territoires ultramarins comme en métropole, les indicateurs sont mauvais. Des épidémies tropicales qu'on pourrait probablement éviter parce qu'on a plutôt tendance à bien les connaître, les sujets de diabète, et puis un sujet lié à la santé sexuelle. Ça n'a pas tant été évoqué que ça, je crois, pendant la table ronde. C'est moi qui l'ai rajouté parce que j'ai le souvenir de, quand j'étais en Guyane, chez vous, Monsieur le Président, d'ailleurs, à Kourou, d'échanges avec des médecins de PMI là-bas sur la santé sexuelle et sur les grossesses précoces. On m'avait repris, j'avais une jeune fille de 14 ans devant moi qui était déjà mère. J'étais dans un lycée, j'avais parlé de grossesse précoce et il y a un professionnel de santé qui vient de la métropole qui m'a dit « Ah non, précoce, c'est un jugement de valeur, c'est une grossesse juvénile ». Sur quoi je m'étais permis de dire que je pensais quand même qu'à 14 ans, être mère, c'était un peu trop tôt et que je me permettais de porter un jugement sur le sujet. Voilà. Petite parenthèse. Voilà, donc tout ça pour vous dire qu'il y a effectivement un certain nombre de professionnels de santé que nous avons réunis et qui ont commencé à aborder ces sujets-là pour nourrir les réflexions des uns et des autres, parce que c'est ça le principe de ces assises, c'est d'avoir une concertation le plus large possible avec des auditions, des tables rondes, des déplacements, l'identification de pratiques innovantes, et c'est l'occasion pour moi de vous dire que vraiment on est très très preneur de, voilà, si dans vos territoires il y a en termes d'organisation, des pratiques innovantes que vous avez identifiées, faites-les nous remonter, que l'on puisse éventuellement les généraliser, parce qu'on a insuffisamment cette culture-là en France que d'identifier ce qui marche dans les territoires, de l'évaluer et de le généraliser. Il y a des contributions écrites, enfin la possibilité de faire des contributions écrites de façon assez cadrée, 1000 mots, mais c'est bien, c'est très efficace. Au moins, on va droit à l'essentiel. Vous trouverez le lien sur le site de la Société française de pédiatrie et sur le site du ministère de la Santé et de la Prévention. Sachez qu'on a près, je crois, de 1800 contributions écrites aujourd'hui. Voilà. Elles sont toutes lues, toutes analysées. Tout ça n'est pas juste pour la galerie, vraiment, notamment par les personnes qui sont en soutien avec nous et que je remercie une fois encore. Et donc ce sont les ordres, les syndicats divers et variés, les organisations qui écrivent, qui contribuent sur les 6 axes, sur un axe ou sur 6 axes. Et puis ce sont des praticiens individuels aussi parfois qui contribuent. Et c'est très bien aussi d'avoir l'avis des personnes. Et puis il y a une adresse mail qui est une porte d'entrée unique dans ces assises si vous voulez contribuer. Pour être totalement complet, vous dire qu'il n'était pas question d'organiser des assises de la santé de l'enfant sans prendre en compte la parole des enfants, parce que c'est quand même les premiers concernés par cette histoire. Et donc, en nous basant sur la méthodologie qu'a développée le Défenseur des enfants pour son propre rapport annuel depuis 2019, nous organisons une grande consultation des enfants sur leur santé. On a choisi un sujet de prévention. On a décidé de les faire travailler sur, réfléchir en tout cas sur la question de l'activité physique et de la santé, qui est un sujet très quotidien, qui concerne un peu tous les âges, qui renvoie à un certain nombre de choses. On parlait d'obésité tout à l'heure, assez critiques en ce moment. Il n'y a pas d'obligation de résultat. Ils nous remonteront ce qu'ils veulent nous remonter dans la forme où ils veulent nous le remonter. Voilà, c'est le Défenseur des enfants qui le dit et c'est très bien comme ça. Travailler avec nous un certain nombre de têtes de réseau, la CNAP, le Haut Conseil à l'enfance, famille et à l'âge, l'ANASEJ, ce sont les conseils municipaux des jeunes, le GEPSO, c'est les établissements en protection de l'enfance, et les FRANCA, c'est tout ce qui est centre de loisirs. Et sachez qu'il y a au moins 2 groupes d'enfants de Guadeloupe, de mémoire, qui participent. Alors toutes les Outre-mer ne sont pas représentées, je suis désolé, on n'a pas réussi, mais enfin en tout cas, j'ai quand même demandé, désolé pour la réunion, Madame la députée, mais en tout cas, il y a au moins 2 groupes d'enfants de Guadeloupe qui vont travailler sur le sujet. Voilà. Et puis, nous avons lancé aussi une grande consultation auprès des parents avec l'UNAF et l'école des parents pour à la fois on a fait quelques groupes de parents comme ça pour recueillir un peu leur avis, et puis une grande enquête qui a été lancée la semaine dernière auprès des parents pour savoir un peu quelle était leur perception de la santé de leur enfant et de la façon dont la santé de leur enfant était prise en charge aujourd'hui. Voilà, pour alimenter nos réflexions dans le cadre de ces assises. Voilà, et donc le planning, c'est de janvier à fin mars, on peut contribuer aux assises. On va après essayer de... Là, on a une sorte de puzzle de 5000 pièces qui est sur la table, et donc voilà, le mois d'avril et de mai permettront de mettre tout ça en cohérence, de commencer à expertiser d'un point de vue technique, juridique, budgétaire aussi, bien sûr,
les mesures que nous proposerons, et puis on les soumettra au ministre, et puis après, il fera son travail de ministre, et il assumera sa responsabilité de ministre, il assumera, il arbitrera, je veux dire, et il viendra, donc, au moment des assises, présenter ce plan pluriannuel. Je le disais au président hier lors d'un entretien téléphonique, l'idée, quand je viens devant vous, devant la délégation aux droits de l'enfant, devant la commission des affaires sociales au Sénat, c'est aussi de vous présenter toute cette méthode, mais de vous inviter à contribuer en tant que député à ces assises, peut-être en retournant dans vos circos, dans vos territoires, et à travailler avec un certain nombre de professionnels de santé que vous connaissez probablement déjà, pour pouvoir, si ça n'a pas été fait par eux, d'ores et déjà contribuer aux assises, soit sur la plateforme numérique qui a été bâtie à cet effet, soit auprès de moi directement, nous avons quelques liens privilégiés qui vous permettent de m'écrire directement. Voilà, et donc c'est fin mars, comme vous aviez une actualité chargée ces dernières semaines, on n'a pas pu se voir avant, mais donc ce que je disais à Monsieur le Président, c'est qu'on est tout à fait prêt à déborder un petit peu pour vous laisser un peu de temps pour revenir vers nous si vous le souhaitez, et on intégrera évidemment vos contributions. Voilà à peu près ce que j'avais à vous dire. Donc, bonjour. Donc, voilà, ça reste un dialogue ouvert, au-delà des questions que vous pourriez avoir à nous poser aujourd'hui. Et j'ai monopolisé la parole. Désolé, Christelle et Béatrice. Peut-être si vous voulez rajouter rajouter un point, mais rapide, parce que dans 10 minutes, un quart d'heure, 3 minutes le point. Parce que, mesdames et messieurs les parlementaires, devront nous quitter pour aller débattre et voter sur un texte important, semble-t-il. Voilà. Christelle et Béatrice, si vous avez un point, allez-y, c'est le moment. Merci beaucoup, Adrien. Juste, effectivement, confirmer l'intérêt porté à la question des territoires ultramarins et des conditions de vie différentes de ces enfants qui nous tiennent vraiment à cœur de prendre en compte. Et donc, plutôt que d'échanger dans le vide, là, je vous propose plutôt de répondre à vos questions, si vous en avez, et d'aborder des sujets qui vous paraîtraient particulièrement pertinents ou des choses à creuser en priorité. Béatrice, vous voulez rajouter un point rapide ou tout cela vous convient? Oui, je veux dire qu'il y a eu cette table ronde, en effet, avec nos collègues médecins ultramarins, mais que mardi, on a échangé aussi avec M. Raymond de la direction des projets Outre-mer, et dans un objectif de faire un peu concorder à partir des éléments qui ont pu être pointés déjà sur des rapports antérieurs, parce qu'il va s'agir de hiérarchiser un petit peu les propositions éventuelles. Donc, bien évidemment, on va s'appuyer aussi sur tout ce qui a été fait précédemment, voilà, pour ces propositions. Merci beaucoup. Donc, sans tarder, on passe la parole d'abord à Madame Lebon, qui s'est inscrite. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Professeure, chers collègues. Quand nous entendons santé de l'enfant, nous pensons à la période de la vie qui va du nourrisson à l'adolescent. Or, le développement de l'enfant commence dès le premier jour de grossesse de la mère et dépend pleinement de la santé et du mode de vie des parents. Dans les thèmes abordés sur les particularités ultramarines, j'ai vu beaucoup de choses intéressantes, mais il y a un thème qui n'y figure pas et sur lequel je souhaitais attirer votre attention. En Outre-mer en général et à La Réunion en particulier, subsiste un mal dont nous détenons le triste record, celui du syndrome d'alcoolisation fœtale. 17 000 Réunionnais vivent aujourd'hui avec un trouble lié à la conséquence de l'ingestion d'alcool par la mère durant la grossesse. Ces malades peuvent naître avec des infirmités, être sujets à des troubles du développement psychique ou comportemental. Problèmes d'attention et de mémoire, retard de croissance, atteinte du système nerveux central, malformations en sont autant de conséquences. Cela concerne chaque année 270 nouveau-nés à La Réunion, soit 1 tous les 32 heures, 5 fois plus que le taux national. Chaque verre étant une prise de risque pendant cette période, nous luttons tous les jours, collectivement, élus, pouvoirs publics, professionnels de santé et associations, pour endiguer ce comportement et sensibiliser sur l'effet de la consommation d'alcool sur le fœtus. La France avait pris beaucoup de retard en matière de prévention et de prise en charge des troubles causés par l'alcoolisation fœtale. La Réunion avait été choisie à l'époque comme région pilote avec l'ouverture du premier centre de ressources et de diagnostic.
Le niveau de formation croissant des professionnels de santé sur le sujet nous permet de progresser vers une meilleure prise en compte et un meilleur accompagnement des mères et des enfants atteints. Le docteur Denis Lamblin a par exemple créé le réseau Réunisaf, qui vise à s'occuper des bébés porteurs de troubles liés à l'alcoolisation fétale et aider les mères en difficulté avec l'alcool. La consommation de ce produit, en effet, est souvent liée à d'autres traumatismes. Une étude menée par l'association SAF-France constate en effet que les femmes qui ont consommé de l'alcool pendant la grossesse ont souvent été victimes de violences physiques, sexuelles ou psychologiques. Il faut accompagner les mères sans les culpabiliser. Vous l'avez compris, c'est donc à la source qu'il faut agir. La santé de l'enfant passe aussi par la santé et la protection de la mère. Ainsi, fédérer la santé, le social, l'éducation et la justice, cela doit être notre objectif. Avez-vous déjà, Monsieur le Ministre, Madame la Professeure, des pistes de réflexion à ce sujet? Je vous remercie. Alors, avant que le ministre réponde, est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou le ministre répond directement? Madame Bassia. Merci, Monsieur le Président. Ça va être juste pour insister également sur la santé des enfants qui sont placés, sur leur prise en charge, mais dès le départ, de leur permettre d'avoir cette visite médicale, eux, mais également leurs parents, peut-être, parce qu'il y a souvent un lien entre la santé de l'enfant placé et celle de ses parents. Donc voilà, ça serait ça pour être très bref. Merci. Juste avant, merci, collègue Bassia. Juste avant que le ministre réponde, moi j'ai retenu par rapport aux 6 axes que vous avez présentés, Monsieur le ministre, il y a 2 qui retiennent mon attention particulièrement, ce sont les 2 premiers axes. Garantir l'accès aux soins et de qualité sans rupture, améliorer le parcours en santé des enfants les plus fragiles, entre parenthèses handicap, précarité et toutes ces choses qui mettent l'enfant en fragilité. Pour le territoire de la Guyane, ces 2 premières lignes-là seulement sont à nos yeux un chantier qu'on qualifierait de dantesque. Vous savez très bien qu'il y a des communes enclavées, et dans ces communes enclavées, il y a des bourgs, il y a des écarts. Et au moment où nous parlons, il y a beaucoup de mères dont les enfants n'ont pas accès à ces choses basiques que la République met en avant. Donc nous, on aimerait bien savoir, juste sur ces 2 premiers axes-là, quelles sont les pistes de réflexion déjà avancées pour la Guyane? Si on a, quelles sont-elles? Si on n'a pas, nous verrons aussi à notre niveau comment on pourra vous alimenter à ce niveau-là. Donc voilà. Alors, je vais peut-être commencer par la fin et vous répondre, Monsieur le Président, et puis peut-être que je laisserai Béatrice ou Christelle répondre sur l'alcoolisation fétale notamment. Je vais répondre aussi, si vous me permettez, peut-être sur tout ce qui est enfance protégée. Monsieur le Président, la question de la santé des enfants en Outre-mer pourrait nécessiter des assises à elle seule. Tant les sujets sont effectivement larges et profonds, enfin si on est sincère. Voilà, donc. Et ce qui veut dire aussi, et je vous l'ai dit et je le dis publiquement, sur l'ensemble des problématiques, au-delà des territoires ultramarins, ça vaut aussi pour le territoire métropolitain. Au mois de juin, on ne va pas résoudre tous les problèmes qui sont le fruit d'une lente dérive d'un certain nombre de choses depuis 20 ans. Et on ne va pas résoudre tous les problèmes de la santé des enfants ultramarins. Mais j'ai à cœur que nous puissions affronter un certain nombre de sujets, et des sujets qui sont encore pour certains tabous. Vous parliez de l'alcoolisation fétale, même si effectivement un certain nombre d'acteurs, et pas que publics, se sont emparés de ce sujet-là à La Réunion. Ce sont des sujets qui restent encore tabous, comme d'autres. Donc on affronte ces sujets-là ensemble, et puis qu'on essaye de résoudre un certain nombre de problèmes et de lancer un certain nombre de chantiers. Donc il n'y a pas de mesures spécifiques pour la Guyane. J'ai eu l'occasion d'aller quelques jours, donc je ne connais pas la Guyane évidemment, mais en tout cas j'ai pu déjà en ces quelques jours prendre conscience effectivement des particularités de ce territoire et de certains de ces territoires enclavés. Sur la question de l'enfance protégée, il y a 2 choses. Il y a effectivement des choses qui sont prévues dans la loi depuis 2007 et 2016 et qui ne sont toujours pas appliquées, s'agissant notamment c'est 2016, je crois, pour l'examen obligatoire. Ça fait la question de l'effectivité de ces mesures fait partie des réflexions, des défis auxquels nous sommes confrontés, des réflexions qui sont menées.
Il y a par ailleurs 2 expérimentations article 51 qui sont en cours depuis quelques années. Un projet qui s'appelle Santé protégée, qui est piloté par le CHU de Nantes. Deuxième dispositif qui est à Angers, Christelle, je sais plus, c'est Angers, qui s'appelle Pégase. Angers. Voilà, avec des dispositifs de prise en charge renforcée des enfants en protection de l'enfance, ce qui passe aussi par une revalorisation dans un certain nombre de dispositifs des actes des professionnels de santé qui s'occupent de ces enfants. Parce que c'est vrai que quand vous avez un enfant de l'aide sociale à l'enfance qui arrive dans votre cabinet, ce n'est pas une consultation de 10 minutes. Souvent, plusieurs problématiques complexes qu'il faut appréhender. Donc ça passe notamment par une revalorisation et un alignement sur les actes complexes de ces consultations-là. Il y a des premières évaluations, même ça a été un peu perturbé par le Covid, il y a des premières évaluations qui ont été faites sur ces 2 dispositifs-là. Ils ont été prolongés d'1 an, si je ne dis pas de bêtises, Christelle, justement pour tenir compte de la perturbation provoquée par le Covid, qui faisait que les cohortes n'étaient pas encore suffisantes. Et la question de que faisons-nous de ces expérimentations article 51 qui aujourd'hui couvrent 5 plus 5 territoires, je crois, ou peut-être un petit peu plus, mais enfin qui sont loin d'être généralisés. 5 départements. C'est 10 départements. 5 départements sur chacun, avec un territoire ultramarin de mémoire. Je crois que je me demande s'il n'y a pas la Réunion dans le corps. Enfin, en tout cas, la question de l'avenir de ces expérimentations et donc de leur généralisation est un des sujets qui est sur la table dans le cadre de ces assises. Voilà. Et sur alcoolisation fœtale, je vous laisse peut-être la parole si vous le souhaitez. Oui, je peux en quelques mots dire combien ce syndrome malheureusement fait des ravages sur la France entière, même s'il est surreprésenté dans certains territoires, comme vous l'évoquiez. Dans la région où je travaille, on est dans les vignes et c'est là où il a été décrit. Donc c'est quelque chose qui nous est malheureusement familier, pour lequel il y a des campagnes nationales qui doivent être renforcée pour de l'éducation en général. Et puis, comme vous l'évoquiez très bien, des mesures de protection qui doivent être à la source des violences, à la source du mal-être des jeunes mamans et pouvoir porter des messages de prévention ensemble. Donc, ce qui paraît indispensable à ce stade, c'est de continuer à informer, à communiquer et aussi intensifier dans les endroits où ces syndromes sont les plus fréquents, puisqu'on en connaît le poids malheureusement et la lourdeur. Et donc, juste pour faire le lien avec la question qui était évoquée sur les problématiques de la Guyane, je pense qu'il y a un incontournable aujourd'hui, c'est de pouvoir développer des moyens de mesure. Aujourd'hui, les chiffres sont approximatifs, on ne sait pas vraiment ce qui se passe. Pour avoir travaillé beaucoup avec le service de pédiatrie de Guyane, on essaye d'analyser les causes de décès des enfants en Guyane. C'est compliqué, les papiers sont parfois difficiles à obtenir et les informations manquent. Et donc, dans tous les territoires ultramarins, mais aussi dans tous les territoires métropolitains, il faut qu'on puisse mettre en place des systèmes de mesure, des registres, des observatoires, pour pouvoir déjà faire un état des lieux et ensuite piloter l'effet des mesures qu'on aura prises. Merci. Donc, dans le député Castor. En fait, moi, c'est à propos de la pénurie en matière de métiers de santé. Et donc, en fait, le chantier, il est immense, lui aussi. Moi, je rappelle juste un chiffre. Médecins de ville en Guyane, il y en a 150. Et la moitié d'entre eux doivent partir en retraite. Donc, toute la problématique, c'est quels sont les dispositifs qu'on mettra en place, d'une part pour lever les freins au recrutement et à la formation localement, et comment on donne les moyens aux futurs CHRE, les moyens financiers, parce que je vous rappelle que jusqu'à aujourd'hui, il n'est pas financé, parce que c'est ça l'enjeu, c'est de pouvoir former localement le maximum de personnes dans les métiers de santé. Et c'est un chantier qui est immense, mais en tous les cas, il faut, vous parliez de difficultés, on ne pourra pas tout faire en même temps, mais la population de la Guyane va doubler dans 20 ans. C'est ça aussi l'enjeu. C'est-à-dire que plus on met du temps, si on ne fait pas un effort important maintenant, les choses vont empirer. Juste avant, Monsieur le ministre, donc Monsieur Maillot, rapidement. Rapidement. Dans les Outre-mer, notamment à La Réunion, nous avons de tristes records liés avec le diabète
de type 2, notamment aussi chez les jeunes. Donc ça provoque un taux d'obésité, il y a toutes les maladies qui en découlent, mais il y a aussi un problème de bucco-dentaire en fait. Et on voudrait savoir qu'est-ce qui est mis en place. Est-ce qu'il y aurait une politique préventive ou des moyens plus de moyens, surtout pour accompagner les santé bucco-dentaire. On sait que c'est très cher, en tout cas, de se faire soigner chez le dentiste. Donc, de voir cette spécificité où on a, en fait, nous, malencontreusement, à être un peu addict au sucre, mais qui n'est pas de notre ressort à nous, mais c'est lié à... Il y a un aspect historique et c'est amplifié aussi avec l'industrie, de voir quelle politique de santé publique peut être orientée vers nos territoires respectifs pour lutter, pour combattre ce fléau. Merci. Merci, Monsieur le Président. Est-ce que l'une de vous veut répondre là-dessus ou vous voulez que je fasse des... Béatrice, Christelle? On peut répondre de la même manière que c'est un sujet de vigilance qu'on a pour déjà la France métropolitaine et que la santé bucco-dentaire est un reflet très précis de l'état de l'environnement de l'enfant. Et qu'on sait combien il est important de pouvoir renforcer là encore l'offre de soins qui est très insuffisante pour qu'il y ait des dentistes disponibles pour chaque enfant et des dentistes formés aux petits-enfants, puisqu'on sait que c'est là aussi une des spécificités que de pouvoir laisser un petit enfant la bouche ouverte suffisamment longtemps pour le soigner. Donc il faut apprendre, il faut des gens formés. Localement, c'est bien évidemment l'idéal, et c'est un incontournable. Cette problématique, elle existe pour aussi toute la France métropolitaine, et donc elle est accentuée dans certaines régions. Et bien évidemment, il faut pouvoir prendre en compte ces spécificités aussi. Oui, dans le cadre des réflexions sur le pacte de solidarité, il y a des réflexions sur tout ce qui est santé bucco-dentaire, notamment sur l'extension du dispositif MT-Dents, que vous connaissez probablement et qui est très efficace. Donc il y a des réflexions, pas spécifiquement Outre-mer-Réunion, plus globalement sur les populations vulnérables. Donc ça fait partie des réflexions que l'on a. Sur la Guyane, et globalement, il y a un double... Alors sur la Guyane, plus encore, parce qu'il y a effectivement l'effet populationnel, mais on a un vrai sujet aussi de l'autre côté. Il y a une espèce d'effet ciseau, c'est que par ailleurs, le rapport au travail des jeunes soignants, comme dans d'autres professions, est différent. Et donc, c'est des discussions qui tiennent à cœur, d'ailleurs, au professeur Gras-Le-Guen. C'est qu'aujourd'hui, quand vous allez avoir un médecin, un pédiatre qui va partir à la retraite, pour le remplacer, il ne vous faudra pas un pédiatre ou un médecin. Il vous en faudra peut-être deux, parce qu'en fait, les jeunes générations aujourd'hui, je fais un peu des généralités, vous m'en excuserez, mais c'est une réalité quand même qu'on constate sur le terrain dans un certain nombre de domaines, ne veulent plus travailler 80 heures par semaine et faire 5 gardes par mois. Et je ne porte pas de jugement ni dans un sens ni dans l'autre là-dessus, je dis juste qu'il faut qu'on en tienne compte. Et donc là, effectivement, pour la Guyane, vous avez un double effet ciseau. Alors ça va passer peut-être par bouger encore, peut-être, numerus clausus, numerus apertus, mais on sait que ça a des effets à 7-10 ans, par des délégations de compétences, probablement, par de la pratique avancée. Voilà, c'est des pistes sur lesquelles on travaille, qui font l'objet de beaucoup de discussions, France entière. Voilà. Mais dont j'ai bien conscience qu'elles sont particulièrement aiguës dans certains territoires, et notamment dans les territoires où la population augmente fortement, alors qu'elle a plutôt tendance à se stabiliser en métropole. Et puis on a bien pris le point sur le financement du CHRU. Non, mais vous avez raison, la question du... Compléter aussi sur l'aspect prévention, et qu'avant de soigner des caries, ce qu'on voudrait, c'est que l'information circule. Alors, on a bien entendu l'attrait culturel, historique pour des produits sucrés, mais il faut pouvoir faire changer les habitudes et instituer des habitudes qui évitent d'en arriver à des caries chez des tout-petits. Et ça, c'est aussi c'est une partie prévention qu'on souhaite porter très fortement à l'occasion de ces assises. Et sur la question, si je peux rajouter sur la question de la formation de plus de médecins, c'est vrai que le développement aussi des universités d'outre-mer est un point important, parce qu'il nous a bien été précisé que beaucoup de médecins venaient sur un temps court, et la difficulté de rester sur place, en fait. Et du coup, la réflexion est plutôt sur favoriser aussi des médecins locaux qui auront en effet plus de chances de rester sur place, puisque Adrien Taquet le disait, souvent la pénurie, enfin le départ de certains médecins est lié à des raisons familiales qui les ramènent en métropole le plus souvent. Voilà. Merci, cher docteur. Merci, cher ministre. J'aimerais juste quand même préciser au docteur Gras-Le Guen que
il y a une situation historique effectivement par rapport au sucre, mais je rappelle que dans nos territoires, il était démontré que les industriels mettaient plus de sucre dans les aliments que dans l'Hexagone. Et il y a une intervention au niveau du Parlement pour ça. Donc jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas justifié. Pourquoi on met plus de sucre dans les produits dans nos territoires que dans l'Hexagone? Donc on aurait aimé poursuivre, cher Monsieur le ministre. Non, mais au-delà du 49.3, il y a une motion, je crois, qui va être déposée, non? C'est pas le sujet. Ouais, bon. En tout cas, Monsieur le ministre, merci pour... disposition pour poursuivre. Et je pense qu'on aura à se revoir par rapport à ça. Et il y aura des retours qui vous seront faits, je pense, des uns des autres pour alimenter les réflexions. Mais je pense que dans la phase prochaine que vous allez entamer, on aura à cœur de se revoir avec grand plaisir. Avec très grand plaisir. Merci à tous. Merci à toutes et tous. Merci. Bon après-midi. Merci à tous. Au revoir.